Top 10 motherfucker. 10ème place, vice versa. Bah voilà, il est dans mon top 10. Tous les homosexuels refoulés de 14 ans peuvent se calmer maintenant. Ça fait quelques temps que les studios Pixar sont sur une certaine pente raide, une pente qui allait nous mener vers Cars 3 quand même. C'est quasiment dystopique. Là où vice versa fait plaisir et met son doigt dans les fuites d'eau, comme j'ai fait à une jeune fille aujourd'hui. C'est donc en revenant à une inventivité, une émotion et une universalité qu'on retrouvait autrefois dans les productions Pixar. Le concept du film a déjà été fait, mais il est vraiment utilisé à bon escient ici dans toutes les ramifications de l'univers qui est créé. On peint un véritable tableau exhaustif de l'enfance. Donc voilà, même si c'est toujours dommage de voir des designs pas super inspirés chez le studio précurseur du long métrage en images de synthèse, et même si l'humour est souvent plutôt superflu et là pour rassurer les enfants et pas trop les faire déprimer, ça reste une petite perle. Mais vous l'avez déjà tous vu de toute façon. Et sinon, regardez-le. Amenez les enfants et pleurez devant le film pour leur montrer qui vous êtes vraiment. Une petite pute. Numéro 9, Dipan. J'en ai déjà parlé de façon courte et efficace dans ma critique de The Lobster, mais le revoilà ce vice-là. L'une des qualités indéniables de ce film, c'est bien évidemment ses multiples facettes qui lui donnent une profondeur et une indéniable qualité de revisionnage. À l'image de l'apparition de son titre, Dipan est un long-métrage qui utilise une réalité sociale qu'Audiard peint avec beaucoup de subtilité pour offrir une expérience de cinéma sensorielle et même parfois plutôt viscérale. C'est très intéressant et déroutant. Et j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter en fait, ça fait vraiment partie de ces types de films qui grandissent dans le spectateur après le visionnage. Un peu comme ces fourmis qui pondent des œufs dans les chenilles, mais en bien. Ouais. D'ailleurs, dans cette optique, vous aurez remarqué que mon avis sur le film dans la dernière vidéo que j'ai faite contenait plus de reproches sur le film. Bref, c'est pas la meilleure palme d'or, mais ça reste une putain de bonne pioche. 8ème place, Le Fils de Saul. Et bien voilà le film le plus austère de ce top 10. On demande souvent de nouvelles thématiques, un nouveau regard ou un nouveau point de vue lorsqu'on va débarquer un film sur l'Holocauste. Surtout maintenant que des mastodontes comme la liste de Schindler ont tout gazé sur leur passage. Et ce que nous apporte Le Fils de Saul, c'est tout d'abord un contexte qu'on ne voit pas souvent, celui des Sonderkommando, des camps où les juifs ont été forcés à assister les nazis dans l'incinération des cadavres. Plutôt sympa à amener les enfants. C'est une toile de fond qui permet une observation sur comment les personnages parviennent à faire survivre une éthique personnelle, un instinct de survie ou même un espoir quand ils sont plongés jusqu'au cou dans des atrocités. Mais au niveau de l'étude humaine, Le Fils de Saul garde un aspect relativement cryptique. Car ce qu'il apporte en plus, c'est aussi un point de vue assez original, celui d'un film à la 3e personne et qui ne se détache jamais du personnage principal ou à des moments très sélectifs. Donc au final, ce décor dont j'ai parlé est souvent flou, et le fait de se retrouver au milieu de l'horreur avec le protagoniste rend le tout d'autant plus dérangeant et oppressant. La quête du protagoniste pour enterrer un enfant mort qu'il appelle son fils donne une dynamique au film, comme il permet à ce personnage de garder un espoir et une humanité, même si c'est parfois au dépit des vivants qui l'entourent. Le Fils de Saul nous fait rentrer dans un lieu où vivants et morts n'ont au final plus tellement de différence, et il le fait avec une direction des plans absolument magistrale. C'est ça qui m'a le plus marqué dans le film, si bien que durant toute la durée du long métrage, on a un nœud dans l'estomac et en même temps on est assez impressionné. On a souvent reproché ce côté flou au film, mais je ne trouve pas de moment où ce n'est pas justifié. C'est la meilleure gestion du cadre que j'ai vu dans un film cette année. Donc voilà, Le Fils de Saul, c'est pas une expérience très agréable, c'est pas le genre de film où sur le Blu-ray tu as un bêtisier où les acteurs se marrent entre deux plans, mais c'est un très bon film que je vous conseille amplement. Amenez les enfants. 7ème position, Sea Fog. On continue dans la noirceur la plus absolue avec le coup de cœur sud-coréen de l'année. J'ai vu le film sans rien savoir d'avance sur l'intrigue ou l'histoire vraie dont elle a été inspirée, et je vous conseille de faire de même, donc je vais pas trop en dévoiler. Si, un série non-coréen ici, qui prend pour la première fois la casquette de réalisateur après avoir été scénariste sur des films de Bong Joon-ho, c'est pas rien, ne maîtrise peut-être pas aussi bien l'humour noir que son maître, il se singularise malgré tout par la façon dont il aborde ses ruptures de ton et fait chavirer le film social vers un véritable film de genre, intense et sans compromis. Et ce genre de disjonction stylistique, ça doit probablement vous rappeler quelque chose, non? Mais là où j'ai plus apprécié ça dans Sea Fog que dans Dipan, du coup, c'est vraiment la façon dont ces différentes approches du film s'ancrent l'une dans l'autre par des liens de cause à effet. Bref, c'est un film que je conseille non seulement pour sa cohérence et sa pertinence, mais aussi et surtout pour son aspect purement viscéral. Et aussi parce que j'ai un amour profond pour les longs métrages qui plongent dans la profonde noirceur de l'âme humaine. Et les Coréens sont super forts pour ça, j'ai l'impression. Bref, c'est génial, amenez les enfants. Numéro 6, Ex Machina. En parlant de films qui traitent l'humanité sous un regard didactique, Ex Machina se pose là. Et malgré un synopsis de SF sur le développement de l'intelligence artificielle, ce qui ressort c'est vraiment la simplicité plutôt brillante du film. Avec 3 personnages principaux cloisonnés dans un huis clos techno-oppressant, le film sait construire une tension psychologique de bout en bout, et pose des questions sur les relations humaines, sur l'attraction sexuelle, sur l'éthique, bref, comme souvent avec les films portant sur l'intelligence artificielle, on s'intéresse bien ici à notre propre intelligence artificielle, avec une emphase posée sur la manipulation des personnages et donc du spectateur. J'aime beaucoup les films réflectifs ainsi que ceux qui tirent beaucoup de peu de choses, et Ex Machina remplit très bien ces 2 critères. Et surtout le plus important c'est que le long métrage laisse une liberté totale au spectateur pour choisir son front dans les personnages, ça te force pas un point de vue, une morale dans ta gorge. Ajoutez à cela une très belle photographie, de très bonnes performances, surtout Oscar Isaac, et on est vraiment face à la bonne surprise de
de cette année. Il est resté un peu dans son coin dans sa sortie en salle, mais je trouve que ça vaut le coup de l'acheter en Blu-ray. Succomber au style et aux saveurs de la société de consommation jeune PD, allez. 5ème place, Mia Madre. Le cinéma italien est, il faut le dire, pas des plus performants depuis quelques années, mais Nanni Moretti prouve avec Mia Madre qu'il reste toujours une figure de confiance. En s'attardant sur le sujet du deuil, il aurait pu accoucher d'un film tire-larme ou pesant, mais il se débrouille superbement bien pour faire passer la pilule, notamment en se concentrant sur la trajectoire de sa protagoniste qui doit affronter la dure réalité que sa mère doit la quitter. En ce sens, le fait que ce soit une réalisatrice permet une plutôt belle métaphore pour la progression du personnage. Et cela même si le film qu'elle était en train de tourner à l'intérieur même du film n'a pas grand chose à voir avec la thématique. Cette sous-intrigue amène aussi le personnage interprété par John Turturro qui a ses bons moments mais qui fait office un peu trop de comic relief. Stylistiquement, le film vogue d'ailleurs un peu sur tous les fronts, avec un style très concret parfois brisé par des séquences à valeur purement symbolique. Amour de Mika Haneke, un autre film sur le deuil, possédait aussi ce type de dichotomie d'ailleurs, mais dans un style complètement différent. Mais pour Mia Madre, au final, si on assemble le tout, on est quand même face à un film plutôt bouleversant et très intime dans la façon dont on peut se lier personnellement à l'histoire qui est racontée. Après que vous préfériez l'approche beaucoup plus austère de Michael Haneke sur le sujet ou le point de vue doux et subtil que porte Nanni Moretti sur ses personnages, c'est votre propre choix. En tout cas, regardez ce film, il y a une certaine chance que vous pleuriez comme des putes. Et moi j'aime bien ça. 4ème place, on s'approche Victoria. C'est assez étonnant, mais cette année, il y a quand même eu pas mal de films qui ont tenté de parer du long métrage en un seul plan séquence. Mais d'un pur point de vue de la performance, Victoria les prend en levrette pour n'être que des simuleurs. Parce qu'ils l'ont fait pour de vrai, putain. Un seul plan de 2h20, en plus pour un film avec plusieurs décors, de l'action, une intrigue installée en temps réel et même une romance. C'est incroyable. Et encore plus incroyable, ils ont réussi. Victoria, c'est une pure expérience de cinéma, car elle s'affranchit de beaucoup de facilités de mise en scène qu'on voit dans la plupart des longs métrages. Si deux personnages doivent apprendre à se connaître et à s'apprécier pour la suite de l'intrigue, on doit le voir dans chaque détail. Si les protagonistes veulent s'échapper d'une situation, on doit sentir tout le temps qui s'écroule sur eux. On doit sentir l'étau qui se serre autour de leurs testicules, et avec des acteurs absolument formidables, ils ont réussi le pari. Oui, c'est du très bon boulot. Il y a des défauts, c'est sûr, il y a même des outils de scénario un peu cons, mais c'est vraiment une excellente performance. En s'affranchissant de l'un des plus gros atouts de l'illusion du cinéma, le découpage, Victoria réalise au final sa plus grande illusion, nous faire vivre de bout en bout et sans s'arrêter une histoire qui se déroule devant nos yeux. Enfin bon, c'est bien ça, mais j'ai l'impression qu'on a oublié un autre film qui se déroule dans un seul plan séquence qui est sorti cette année. Je me demande où il est passé. On entre dans le podium avec à la 3ème place The Lobster. Et ben voilà, c'est ce que j'avais dit. The Lobster est bien à l'abri dans mon top 3. C'est peut-être un film surprenant à voir à cette place, mais c'est juste que c'est probablement l'une des meilleures séances de cinéma que j'ai passées cette année, dans tout ce qu'elle avait de profondément inconfortable et surprenant. On assiste vraiment à la consécration de Yorgos Lanthimos, qui pour son premier film en anglais, avec des acteurs de notoriété parfois mondiale, ne renonce jamais à sa vision de l'humanité. Une vision cinglante et parfois dérangeante, mais franchement jouissive. Et vu que ce top 10 commence à s'allonger comme la bite d'un enfant, je vous propose de regarder ma critique de 8 minutes du film pour en savoir plus. Ce qui est une durée de vidéo tout de même beaucoup plus raisonnable que ce que je suis en train de faire. Définitivement. Numéro 2, Mad Max Fury Road. Oh putain, c'est génial. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un film grand public à un tel niveau de fabrication, un tel niveau de cohérence et surtout un tel niveau de jouissance. C'est du caviar les mecs. Ah, là on est face à un film qui parle par lui-même. La mise en scène ultra viscérale et nerveuse de George Miller alors qu'il est à un âge où certaines personnes ont besoin d'aide pour uriner, l'odyssée humaine racontée par le film, la bande sonore, l'univers qui est créé de bout en bout, les personnages et l'histoire racontée presque exclusivement par le pouvoir des images de la mise en scène. Mais surtout, le truc c'est qu'on peut passer outre quelconque sentiment métaphysique par rapport au film et juste prendre son pied quoi. Vraiment, vous avez le droit de pas apprécier Mad Max 4, de le trouver surestimé, mais refuter le film en balançant le prétexte du scénario, pour moi c'est refuser l'un des plus grands pouvoirs du cinéma. Celui qui fait vibrer tes couilles avec le bruit d'un moteur, putain. Bref, je vais pas non plus m'étendre parce que sinon c'est dans mon pantalon que je vais m'étendre. Pour finir, je dirais que c'est le seul film que je suis allé voir 2 fois au cinéma. Oui, pour moi c'est impressionnant. Bref, pour résumer, Mad Max Fury Road, c'est ça. Ouais. Ah, ça y est, je viens. Et la première place, c'est passé Birdman. Bon, je vais pas vous mentir, c'était extrêmement compliqué de choisir la première place de tout ce classement. Donc personnellement, je préfère vraiment que vous considériez les 2 premiers comme un ex-aequo. Parce que les films sont beaucoup trop différents et surtout beaucoup trop géniaux pour que j'essaye d'en mettre un au-dessus de l'autre, vraiment. D'ailleurs, mettre Mad Max 4 en 2ème, c'était quasiment juste pour un effet choc parce que... Ah merde, il est pas premier, ça surprend quoi. Enfin, vous aurez compris que ce sont 2 films de conquérants. Birdman, pour moi, c'est le mariage parfait entre un cinéma technique, intellectuel et intime. Le cinéma technique, évidemment, il se trouve dans le faux plan séquence assez hallucinant qui constitue 90% du film et qui réalise la jonction entre cinéma et théâtre présente dans l'histoire avec l'ajout d'une modernité entièrement assumée. La proposition intellectuelle et didactique, quant à elle, se trouve dans l'observation cinglante du système hollywoodien proposé par le film et qui, par son humour et son aspect satirique, a le don de rendre Birdman beaucoup plus digérable émotionnellement que les autres œuvres du cinéaste qui sont particulièrement déprimantes, mais en plus de gérer toutes ces choses à la fois, Birdman c'est avant tout comment proposer une observation intime de son personnage principal incarné par un Michael Keaton plutôt bluffant. Il aurait dû avoir l'Oscar.
Et moi, l'Oscar de la phrase la plus longue de ces dernières années. La façon dont le film plonge dans sa psyché en pleine lutte intérieure représentée par ces percussions jazz incessantes qui rythment le film nous font en même temps voir tous ses défauts et l'orgueil du personnage, mais aussi permet de le comprendre et donc de pouvoir s'identifier avec ses pensées détruites par l'ancienne gloire d'Hollywood. Et vous aurez compris à travers ce classement que j'aime les films maîtrisés, les films qui ont plein de facettes différentes et aussi les films plutôt déjantés. Et Birdman remplit toutes ces casquettes à merveille. C'est du caviar les mecs. Et en plus de ça, j'adore les confrontations entre personnages, surtout quand ils sont interprétés par de superbes acteurs. Et Alejandro González Iñárritu n'a cesse de magnifier les performances qui marquent le plan séquence du film. Tout le monde a son moment de brillance, Emma Stone et Edward Norton en tête. Et j'aime beaucoup Edward Norton, j'aimerais le voir plus souvent parce que là il est génial dans une autoparodie basée sur sa manie qu'il a de prendre contrôle du film au lieu du réalisateur. Enfin bref, je pourrais encore continuer longtemps comme ça, mais je pense que vous avez compris, à force je vais pas non plus sucer les bites de George Miller et Iñárritu pendant 20 minutes en même temps, ou alors au moins je leur demande personnellement avant. Vous aurez compris que ce sont deux films que vous devez absolument voir pour forger votre propre avis, même si personnellement pour moi ce sont deux chefs-d'œuvre. Oui, ce mot est galvaudé et oui, je m'en branle. Et donc voilà, c'était ça 2015. C'était long et chiant. Non, en vrai, sérieusement, ne prenez pas trop attention au classement lui-même, mais à ce que j'ai eu à dire sur les films. Je veux dire, le classement, il peut très bien changer à tout instant. Je vais voir d'autres films de 2015, il y a beaucoup de films où il est possible que je change d'avis dessus. Bref, c'est aussi instable que votre orientation sexuelle. À part ça, je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur certains films et trop peu sur d'autres, mais le but, c'est quand même de vous donner envie de voir des films, même ceux que j'ai pas beaucoup appréciés. Et si j'avais rien à dire sur la moitié des longs métrages du classement, autant arrêter tout de suite, quoi. Même on va arrêter tout de suite parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ce cirque dure. Enfin bref, j'espère que tout cela vous a plu. Moi, pendant ce temps, je vais essayer de regarder vers l'avenir et faire que 2016 soit pas une année aussi pourrie que 2015. D'ailleurs, j'ai des attentes pour 2016 et quand j'aurai fini de monter la vidéo, j'aurai sûrement déjà vu The Hateful Eight dans lequel j'avais énormément d'attentes. Et j'ai pas mal de hype aussi pour le prochain film de Alejandro González Iñárritu, The Revenant avec Leonardo DiCaprio qui ne se fait définitivement pas violer par un ours, merci Allociné. Et aussi Anomalisa, le prochain film de Charlie Kaufman après Synecdoche New York et qui était un putain de chef-d'œuvre et apparemment Anomalisa aussi c'est un putain de chef-d'œuvre et moi ce que j'ai envie de voir c'est des putains de chefs-d'œuvre et tout le monde devrait avoir envie de voir ça, des putains de chefs-d'œuvre. Personne devrait se contenter de John Wick quoi. Je sais pas pourquoi je prends ce film en particulier, à part pour la bonne et simple raison que ce film m'énerve plus au point tout le temps. En attendant, je vous souhaite un joyeux 2016, l'année où vous allez peut-être découvrir le sexe pour la première fois, ou je sais pas, moi, l'hygiène. Quant à moi, je ne peux rien vous promettre pour le rythme de sortie sur cette chaîne. Ça reste une chaîne qui garde son évolution spectaculaire par rapport aux premières vidéos assez embarrassantes, ainsi que ses petits mystères comme l'apparition récente de cet étrange personnage qui se contente d'avoir des relations sexuelles avec des objets inanimés. C'est intense. J'ai mal aux fesses. Je ne sais pas s'il compte révéler ses véritables buts dans la vie un jour, mais il a l'air de mener un train de vie très intéressant, écoutez. Donc voilà, 2015 c'est fini, on peut espérer tout et rien pour 2016, et c'est ainsi avec doute et incertitude que je vous dis à la prochaine. On sort et on fait quoi? On va baiser des voitures. Ce ciel bleu. Comment tu choisis les voitures? Comment j'ai choisi? Alors écoutez, c'est très simple, j'ai déjà un système de classement. Donc Non, c'est chiant, on baisse des voitures. regarde ce que j'ai fait. T'as vu là, je l'ai bien baisé, regarde. Alors, regardez, par exemple, celle-là, tu vois, c'est une modèle de choix parce qu'en plus elle a une boule. Donc tu vois, je vais pouvoir baiser la boule en même temps. Voilà. Et ensuite maintenant je vais pouvoir monter sur la voiture à l'aide de la boule. Hop là. Progressivement, on suce un peu l'antenne. On la j'ai le téton qui saigne. Oh shit, nigga!